et des violences, notamment des cas de mort. On va lire quelques messages avant donc de poursuivre ce message de Jamila Changel qui nous dit ceci. L'imam de Bomboli était simplement sorti chercher un de ses enfants qui a un problème mental. C'est là qu'il a été embarqué. C'est dommage et triste. Quelle déception. Un autre message de Dr Elhaj Mahmoudouba qui voulait donc demander à Faya Milimono s'il n'était pas à la manifestation du 28 septembre alors qu'elle n'était pas autorisée. Et Elhaj Hamza Taba qui nous écrit également, il s'est dit choqué de voir donc ces cas de mort, que je présente mes condoléances aux familles des victimes, qu'Allah nous protège. Noussi qui nous a également envoyé un message, les forces de l'ordre sont formées et même la CICR a élaboré tous les manuels de maintien d'ordre, mais ils sont sans cœur et la majeure partie d'entre eux ne sont pas diplômés. Sonoussi donc depuis Baïlobaya qui nous envoie ce message. On va voir d'autres messages donc sur la queue. On commence avec Bari Abdoulaye Fougoumba qui nous écrit: bonjour Miradol, il faudrait qu'on accepte de nous dire la vérité. On ne peut pas continuer toujours à utiliser la même voie qui nous cause de mort et qui ne nous mène pas à la destination. Je suis d'accord que la manifestation est un droit, mais cette fois-ci, elle n'était pas opportune. On poursuit avec Mohamed Lamine Kamara qui nous écrit: bonjour la team Mirador, prendre le pouvoir par les armes et croire donc pouvoir réussir une transition apaisée en écartant tous les acteurs clés est une grosse erreur. Sans le dialogue sérieux et inclusif, rien de sérieux ne sera possible. Un dernier avant de poursuivre notre émission, Ousmane Lenoble Diallo qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe de Mirador, les arrestations arbitraires, bloquer les sièges des formations politiques n'arrange pas le problème auquel nous sommes confrontés. Accepter le dialogue avec les forces vives du pays pour un retour à l'ordre constitutionnel dans un très proche avenir. Mirador continue. Nous donnons dans un instant la parole à Chérif Abdallah. FIM FM, Mirador, parole directe, vérité, ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Je vous l'annonçais au sommaire, la reprise des manifestations en Guinée inquiète, il faut le dire, les opérateurs économiques. Ils ont encore en mémoire les pertes subies ces dernières années et qui se chiffrent en plusieurs milliards de francs guinéens. Les hommes d'affaires craignent donc d'être une nouvelle fois la cible d'actes de vandalisme et de pillage. Nous entendons donc à ce propos le président du GOA, Chérif Abdallah, qui est également préoccupé par la disparition de l'opérateur économique Habiban. Bonjour et bienvenue, monsieur Abdallah. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à toute l'équipe et à vos millions d'auditeurs. Bienvenue. D'abord, une réaction sur ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe depuis jeudi, notamment à Conakry, ici à Conakry plutôt. Bon, vous savez, notre pays est difficile. Notre pays est très compliqué. Sinon, nous ne devons pas être là aujourd'hui encore que de répétitions. Depuis des années, vous le savez, la Guinée vient de loin, de très loin, je dirais. Pendant le régime de M. Alpha Condé, nous avons connu beaucoup de problèmes. Il y a eu Ebola aussi, qui est venu s'ajouter à ces problèmes. Après, il y a eu le cas de troisième mandat. Et ensuite, Corona est venu s'ajouter à ça et les fermetures des frontières. Tout ça là, ça entraîne des pertes énormes. Ça fait des pertes énormes chez les opérateurs économiques. Moi-même qui est en face de vous, je suis l'une des victimes de ça. Ensuite, il y a eu l'arrivée des militaires au pouvoir. L'arrivée des militaires au pouvoir, vous savez, quand il y a des coups d'État, tous les investisseurs deviennent réticents, même les nationaux. Ils vont observer, ils vont voir la situation pour comprendre qu'est-ce qui se passe. La Guinée ne devait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis ici aujourd'hui principalement pour donner des conseils et au CNRD et à l'ensemble du peuple de Guinée, parce que notre pays ne mérite pas ce que nous vivons actuellement. Il faut absolument que ça change. Il faut absolument qu'on évolue, parce qu'on n'a pas besoin de tensions à l'heure actuelle. Le peuple est en train de souffrir et chacun de nous doit comprendre ça. On ne doit pas seulement porter des vestes et des cravates ou des oliboubous et mettre du parfum et alors aller raconter des mensonges auprès de nos autorités.
ça ne peut pas marcher. Il faut dire la réalité du terrain. Le peuple est en train de souffrir et par conséquent, le premier responsable de ce pays, il faut le dire ce qui se passe sur le terrain. S'il comprend réellement ce qui se passe sur le terrain, nous sommes tous des citoyens guinéens, et lui et nous. Je pense qu'il y aura l'entente et ça va évoluer. Si on reste comme ça, alors qu'il y a les problèmes d'insécurité de gauche à droite, il y a les opérateurs économiques qui sont victimes. Même si on annonce des mouvements, les gens seront réticents et les activités seront à ralenti. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, par la situation du terrain, je dirais que c'est comme s'ils ne sont pas crédibles. Parce que vous ne pouvez pas dire à un de vos partenaires, faites venir tel nombre de marchandises ou faites venir nous installer une unité de fabrique, il va nous dire, il n'y a pas de sécurité chez vous. Est-ce que ça fait plaisir à un Guinéen? Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que l'emploi soit créé en Guinée? Non. Il faut absolument qu'on change. Si on ne change pas, nous n'irons nulle part. Parlant des violences de ces derniers jours, est-ce que vous avez connaissance d'attaques contre des commerces? Bon, vous savez, hier matin, j'étais un peu content parce que la journée d'avant-hier, nous n'avons pas entendu, comment dirais-je, des casses ou de ce genre de choses sur le terrain parce que nous sommes en contact avec toutes les sections, les différentes représentations des antennes du Goa dans les marchés et dans les différents quartiers de Conakry parce que le Goa est présent partout. Donc, mais par après, hier, nous avons appris qu'il y a eu des attaques au niveau de Koza. Pour le moment, les responsables de la commune de Matam, tous les membres du Goa de la commune de Matam, nous ont dit, même lorsque nous sommes arrivés ici, qu'ils n'ont pas entendu qu'il y ait quelque chose. Par rapport à cette situation, je pense que c'est quelque part, on doit continuer comme ça pour ne pas qu'il y ait de casse. Mais nous déplorons qu'il y ait des cas de mort. Et nous présentons les condoléances les plus émues aux familles de ces personnes qui sont Chérif Abdallah, c'est une... nous aussi, comment dirais-je, les cas de blessés et tout ce qui s'est passé, tous ceux qui ont été victimes, nous compatissons à leur douleur. Et nous présentons les condoléances et nous prions Dieu le Tout-Puissant qu'il y ait plus ça dans notre pays, plus jamais ça dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à perdre de l'espoir puisqu'on vous a vu à l'arrivée du CNRD, vous faites partie de ceux qui avaient fait des communications pour soutenir les nouvelles autorités. Avec l'évolution de la situation aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites nos espoirs ont été déçus ou bien on regrette d'avoir soutenu le CNRD au début? Bon, si je dis regrette, c'est un peu trop. Nous avons effectivement, comme tous les Guinéens, d'ailleurs, moi, j'étais l'un des premiers Guinéens à faire une vidéo pour soutenir le CNRD parce que j'étais déjà en exil à Dakar, tout le monde le sait. Et le même jour, les grands médias sénégalais, les CNWeb, DSTV et autres ont fait des éditions spéciales. J'étais l'invité spécial de 15h à 21h. Je ne faisais que défendre l'armée et mon pays et la situation dans laquelle la Guinée était en train de vivre le même dimanche. Vous le regrettez aujourd'hui? Non, je vous explique. Par après, nous avons fait le tour du terrain pour encourager tout le monde à soutenir l'action parce qu'on en avait marre de la situation qui prévaut sur le terrain. Aujourd'hui, mon cœur est en train de balancer. Pour vous dire la vérité, mon cœur est en train de balancer parce qu'on ne nous encourage pas. Parce que si on ne nous écoute pas, alors que c'est nous qui sommes sur le terrain, parce que dans cette affaire-là, il faut savoir la réalité du terrain. Nous sommes sur le terrain et nous avons notre capacité qui reste intacte et qui est même renforcée sur le terrain. Parce que notre organisation, je vous informe, le GOA est créé en Guinée, mais le GOA est international aujourd'hui. Le GOA a obtenu des agréments dans des pays au même titre que la Guinée. Nous avons des millions de membres et de sympathisants. Si on ne nous écoute pas, on cherche à nous écarter. Et les autorités ne font qu'écouter des personnes qui n'ont absolument aucune représentativité réelle sur le terrain. Mais par rapport à quoi, Chérif Abdallah, on ne vous comprend pas. Par rapport à quoi les autorités actuelles ne vous écoutent pas? Écoutez, par rapport même à la manifestation qui s'est passée là, ça c'est des choses, j'ai vu des sages la fois dernière aller vers l'OFNDC, demander au FNDC de surseoir à toute manifestation.
s'il y avait un contact réel entre nous et les autorités du CNRD, vous pensez que tout ça allait arriver? Parce que nous, on peut le dire la vérité. Voilà ce qu'il y a sur le terrain. Et voilà ce que nous voulons, la stricte vérité. On est en train de, mentir au colonel? Pour l'intérêt supérieur de la nation. Et je pouvais revenir au FNDC. Je pense que je serais aussi écouté au niveau du FNDC. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Goa a participé à la lutte contre le 3e mandat. Toutes les manifestations pacifiques qui ont été organisées ici, nous avons participé et j'ai tenu des discours. Et à l'époque, le coordinateur qui était là, M. Abdraman Sano, était en prison. Le Sékou Koundouno était en prison. Et nous-mêmes, nous faisions partie de ceux qui ont exigé leur libération. Vous comprenez? Mais les autorités actuelles ne nous encouragent pas. C'est ça la vérité. Allez-y. Est-ce que pratiquement on peut dire que ceux qui étaient autour de l'ancien président seraient aujourd'hui les mêmes autour de Mamadi? Et pourquoi selon vous les mêmes pratiques persistent? Pourquoi ce dialogue tant demandé ne vient pas? Pourquoi peut-être les autorités refusent ça a tout l'air pour moi. Parce que dans les conditions normales, vous-même vous avez vu, vous avez témoigné et vous connaissez ce que nous avons fait pour soutenir l'action de ces militaires-là dès le départ. Mais même un petit merci de leur part, quand même. Quand je soutiens ici Basekou ou je soutiens la Radio Film, j'attends un petit merci quand même de la part du directeur général de la Radio Film. Même un petit merci, nous n'avons pas reçu. Est-ce que ça encourage? Pour les rencontrer, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi on ne cherche même pas à les rencontrer. Nous sommes dans notre petit coin, on observe. Je pense qu'à un moment donné, on nous fera appel pour nous dire intervenez sur ça. En ce moment, chacun va dire la vérité, chacun va dire ce qu'il pense et le pays va évoluer. Parce que c'est notre pays. Il est de notre intérêt que ce pays soit protégé. Le message des opérateurs au cas où la crise s'enlisait, on ne le souhaite pas, puisqu'aujourd'hui c'est l'armée qui est réquisitionnée. Pratiquement, l'autre côté, les mouvements sociopolitiques s'apprêtent. Quel est le message des opérateurs économiques? Notre message a été toujours clair. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité de protéger l'ensemble des opérateurs économiques et de leurs biens et sur tout l'étendue du territoire national. Écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Nous, on ne vit pas sur le dos de l'État. C'est l'État qui vit sur nos dos. Ce sont les opérateurs économiques qui payent les taxes. Tous ceux qui ont des tenues, qui ont des forces, qui ont des armes, qui sont dans des bureaux, qui sont chefs, sont payés par les efforts des opérateurs économiques. En commençant par les étalagistes, jusqu'aux magasiniers, jusqu'aux industriels. Et par conséquent, la protection de ces opérateurs économiques-là les incombe totalement. Et nous veillons strictement à ça, en tant qu'organisation désormais internationale. Nous veillons strictement à ça. Il faut absolument que les opérateurs économiques, leur sécurité soit nette sur le terrain. Et là, on ne tergiverse pas. On ne souhaite pas que les opérateurs économiques soient touchés. Là, sinon on va réagir. Oui, et à notre manière. Oui, Abdallah, vous avez été très ferme avec l'ancien régime d'Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à des appels du Goa par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que vous estimez que le pouvoir, vos opérateurs économiques sont menacés? Mais je vais revenir aussi sur la question de mon confrère. Est-ce que vous regrettez les communications que vous avez tenues à l'arrivée du CNRD au pouvoir? Quand je dis regretter, c'est trop. Jusqu'à présent, mon souhait le plus absolu, que la transition la réussisse pour ne pas qu'on revienne à une autre transition encore. Nous souhaitons que les autorités du pays nous écoutent et que nous entendent. Parce qu'au fait, on ne peut pas imposer la confiance, on ne peut pas acheter la confiance. La confiance se mérite. Ce terrain, on l'a. Aujourd'hui, vous allez écouter d'autres personnes, si vous écoutez d'autres personnes parler, c'est comme si même notre organisation, nous-mêmes, les opérateurs économiques, le Goa dire en toutes ces années, tout ce que nous avons fait comme effort pour ce pays, tout ce que nous avons fait comme effort pour les opérateurs économiques ressortissants guinéens à travers le monde n'existe pas. C'est là extraordinaire.
Faut pas aller parler de bonnes paroles et que vous faites semblant comme si vous représentez quelque chose alors qu'il n'en est réellement rien. Vous voulez parler de qui? Vous voulez parler de qui, Chérif Abdallah? Cette question. Vous voulez parler de qui, Chérif? Ça va venir. On n'allait pas faire la langue de bois. Oui, justement, ça a attiré mon attention parce qu'il est revenu sur cette question. Il veut l'écouter des gens qui ne représentent rien. Est-ce que vous avez une certaine frustration croyant qu'on vous a écarté ça ressemble à de la frustration. On nous a écarté quelque part là où on ne devait pas nous écarter. Au niveau du CNT. Nous avons envoyé certains de nos membres, nous n'avons pas désigné plusieurs personnes, un seul cadre du Goa, de surcroît un industriel, un homme digne et respecté, et qui travaille excellemment bien sur le terrain et qui est sérieux. Nous avons envoyé ces messieurs pour représenter le Goa, avec toutes les victimes que vous savez qui est derrière. On n'a pas pris ça en compte. Vous ne voulez pas lâcher... Qui nous représente au niveau du CNT? Ça n'existe pas parce qu'on ne connaît même pas les personnes là. On ne les connaît pas. Moi, je suivais le Goa quand j'étais fréquent sur le terrain, vers les 2011-13 jusqu'à 13. Je sais que vous représentiez quelque chose à l'époque sur le terrain. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais vous insistez sur le fait qu'on écoute des gens qui ne représentent rien. On envoie au CNT quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Si vous ne voulez pas lâcher le mot regret d'avoir soutenu le CNRD, est-ce que vous avez quand même l'impression qu'on est en train de revenir sur les pratiques du régime d'Alpha Condé, là où on voyait dans le combat pour, par exemple, la chambre du commerce, on sait ce qui s'est passé, tout ça. Bon, je pense que même, comme vous parlez de la chambre de commerce, je pense qu'il y a 2 ou 3 vice-présidents que nous faisons confiance. Le reste, je pense que la CRIEF doit vérifier ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a les centimes additionnels, c'est des milliards et nous ne voyons pas les traces et on ne comprend rien. Le CNRD est en train de revenir sur les anciennes pratiques concernant le commerce. Le CNRD, je veux dire, le CNRD, moi je le demande humblement d'améliorer nettement la façon de faire. Il n'y a pas de problème pour ça. En faisant quoi? Vous comprenez? Dialoguer avec tout le monde. Quand vous êtes les premiers responsables, c'est facile. C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Faut pas compliquer ce qui n'est pas compliqué. Nous sommes tous des Guinéens. En réalité, personne n'est méchant. Parce que si les autres demandent l'ouverture, c'est des dialogues qu'ils ont demandé, non? C'est des dialogues qu'ils ont demandé, non? C'est pas une guerre qu'ils ont demandé, c'est des dialogues. Donc, ouvrez ça, dialoguez avec eux, discutez avec eux, entendez-vous sur quelque chose. Parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème autour de ça. Il ne faut pas nous créer des problèmes là où il ne devait pas y avoir de problème. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore l'espoir sur les autorités qui sont là. J'ai encore l'espoir. Mais je ne veux pas que l'espoir là soit gâté. Vous comprenez? C'est pourquoi, si vous avez remarqué, nous sommes calmes et nous observons la situation parce qu'on n'a pas encore perdu l'espoir totalement. Quel sera le point culminant de votre patience d'observation? Quoi? Jusqu'à quel moment on pourrait vous entendre Vous savez, les choses sont en train d'évoluer sur le terrain et nous évoluons avec. Voilà. Chérif Abdallah, pour terminer cette interview avec vous, cette transition, c'est l'affaire de tous. Chaque entité doit jouer son rôle pour que nous puissions réussir cette transition. Certains parlent même de la dernière transition. C'est vrai qu'il y a de nombreuses difficultés sur le terrain, mais vous, en tant qu'organisation puissante aujourd'hui sur le territoire guinéen, quel est le rôle que vous comptez jouer, notamment auprès des autorités, auprès de la société civile, pour notamment réussir cette transition en cours? Et on aimerait également vous entendre sur la disparition de l'opérateur économique Abiba. Oui, c'est très bien. Le rôle que nous devons jouer, je pense qu'on l'avait déjà commencé dès le jour du 5 septembre d'ailleurs. Vous comprenez? Au-delà des discours. S'il y avait des contacts entre nous et les autorités de ce pays, je pense que cette situation n'aurait pas arrivé. Vous comprenez? Mais des personnes, peut-être des businessmen de la crise, cherchent toujours à être entre nous et le colonel Doumbouya, entre nous et les autorités de ce pays. Quand vous parlez avec ceci, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Écoutez, il n'y a pas plus patriote en République de Guinée que nous. Il n'y en aura pas.
parce que nous avons travaillé pour la paix et l'unité dans ce pays et tout le monde connaît. Tous les jours presque, chaque 3-4 mois, je reçois des satisfecits avec des organisations et des personnes que je n'ai jamais vues dans ce cadre-là. Vous comprenez? Tout le monde connaît la réalité du terrain. Donc nous souhaitons que les autorités nous écoutent et qu'on essaye de faire des démarches nécessaires pour que les choses soient nettes dans l'intérêt de tout le monde. Mais parce qu'au fait, il n'y a pas une opposition normalement ici. Il ne faut pas créer une opposition. C'est un gouvernement de transition. Les militaires sont là pour un temps bien déterminé. Discutez avec les gens. Vous ne voulez pas être candidat pour être président quelque part. Discutez avec les gens tranquillement. Ouvrez le dialogue, discutez avec les gens. Sur la disparition de Habiban, on n'a plus assez de temps, très rapidement. Bon, ça c'est une déception totale et je trouve que les opérateurs économiques sont exposés à un danger réel dans ce pays. Monsieur Habib Anne, quel que soit ce qu'on reproche de lui, moi je ne connais pas. Monsieur Habib Anne, c'est quelqu'un que je connais. Peut-être on se serrait la main 4 ou 5 fois. Mais je respecte beaucoup ce monsieur. Et je sais qu'il représente quelque chose dans ce pays. Il appartient aussi à des entités qui ne sont pas négligeables dans ce pays, le patronat. Donc, et il a aussi des sociétés qu'il a eu à diriger dans ce pays. Ce monsieur mérite respect et considération, quel que soit ce qu'on le reproche. Je ne connais même pas ce qu'on le reproche. Je dis que même lui, je ne le connais pas bien. Mais en tant que président du Goa, en tant qu'opérateur économique, au même titre que lui, il est de mon devoir de dire halte et de trouver la solution. Avant-hier, j'ai parlé avec son avocat. Il n'avait pas l'information. Personne n'est tranquille. Et ce genre de pratique va chasser tous les investisseurs, nationaux comme étrangers. Soyez sûrs et certains. Parce que ça ne rassure personne. Si vous reprochez un citoyen de quelque chose, mais dites-lui, ça c'est pas des bandits, ça c'est des hommes responsables de ce pays. Avertissez-les, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas ceci et cela. Il comprend pour quelle raison il ne doit pas voyager, on le reproche de tel ou tel. Ça, en ce moment, s'il comprend, il va prendre ses avocats, il va se défendre. S'il a raison, il aura sa raison. S'il n'a pas raison, la loi va être appliquée sur lui. Je pense que c'est très simple. Mais prendre un opérateur économique comme ça et le faire disparaître, ça nous rappelle le temps passé. Nous-mêmes, on a eu un vice-président de la section Goa des communes de Matoto qui a été kidnappé et assassiné. Nous avons vu ici Elas Doura, qui était membre du conseil des sages et de réconciliation du Goa, qui a été kidnappé et assassiné. Nous avons même à l'époque organisé des journées sans commerce sur tout le temps du territoire national qui a été observé. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc, je vais attirer l'attention des autorités par rapport à ça. Ne faites pas de cette manière. C'est très dangereux et ça peut chasser les investisseurs et nationaux et internationaux. L'inquiétude de Chérif Abdallah au sujet de la disparition de l'opérateur économique Habibana. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. Mirador continue. Avec l'avènement de Film 24, Mirador, la plus grande tribu de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. Avant de parler donc du procès sur les massacres du 28 septembre, on a écouté Chérif Abdallah Kabi, ce climat tendu, toutes ces tensions, ça ne facilite pas les affaires dans le pays. Pas les affaires et ça ne rassure pas. Moi je comprends bien le cri de cœur de l'opérateur Abdallah qui s'inquiète bien évidemment pour le business dans le pays. Vous voyez, quand on regarde par exemple ces 2 jours, on ne peut peut-être pas se faire une idée, mais les répercussions économiques sont importantes. Énorme. Et on attend d'ailleurs que le ministère du budget nous dise un peu ce qu'on a perdu en termes d'entrée. Et je crois que c'est tout à fait normal qu'on évite un peu
ces scènes de violence-là, ces journées où il n'y a pas d'activité. Parce que quoi qu'on dise, ce sont des journées où les gens hésitent à aller travailler et les commerces restent pratiquement fermés. Et ceci n'est pas bien pour l'économie et pour ces opérateurs économiques qui investissent leur argent. Donc je comprends bien le cri de cœur de M. Abdallah. Et Lincoln, il faut faire le nécessaire pour sécuriser les commerces. On a vu par le passé tous ces actes de vandalisme, de pillage, les commerçants qui ont perdu beaucoup de milliards dans ce pays et il n'y a jamais eu d'indemnisation. On ne peut pas sécuriser le commerce dans l'anarchie. On ne peut pas le faire dans ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez, c'est une transition, c'est un régime militaire. Donc, pas parce qu'on va mettre les forces de sécurité ou les militaires de la rue qu'on appelle sécurité. À l'heure où nous parlons, on a rappelé dans ce studio, il y a des pick-up un peu partout, même dans les sièges des partis politiques. Cela ne rassure pas même les opérateurs. C'est vrai que Abdallah nous dit ne pas avoir enregistré peut-être des pertes, mais on nous apprend hier que certaines boutiques avaient été attaquées. On va vérifier tout cela. Donc, avec un tel climat, c'est-à-dire, quand vous bilmanisez la Guinée, pratiquement, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, on a besoin tous d'être rassurés. La sécurité, dans le dialogue, dans la compréhension, dans le compromis. Mais militariser une ville pensant qu'on la sécurise, ça fait fuir et les opérateurs et les partenaires. L'argent n'aime pas le bruit et le grand perdant, c'est le peuple. Mais le colonel aura également un bilan. Donc, appelez tout le monde, on va dialoguer. Vous avez vu à la prise de pouvoir, on a fait disparaître tous les pick-up, tout ce qui est militaire, même les barrages. Est-ce qu'il y a eu un seul problème en Guinée? Il n'y en a pas eu, parce qu'il y avait la compréhension. Vous pouvez quitter Conakry jusqu'à Zéry-Corée sans rencontrer un pick-up, sans rencontrer un barrage, sans rien. Mais tout se passait très bien. Mais avec un tel climat, ça ne rassure pas. La violence, pratiquement, on ne gagne pas avec. Nous demandons aux autorités vraiment de revenir à des meilleurs sentiments, prendre la Guinée et tenir compte surtout du discours prôné le 5 septembre par le colonel. Ce discours, c'est la solution de la Guinée si il est appliqué. Et cette triste information, avant de changer de registre. Oui, la triste information, c'est notre consoeur Maladoba qui nous envoie le message. Il y a le cadreur, notre aîné, le grand frère Mohamed Lo, de camarade de la RTG, qui a été rappelé à Dieu. Il y a également Terna Kamisoko qui a posté sur sa page que le grand frère Mohamed Lo Kamara était dans son chantier à Bouramaya lorsqu'il a eu une crise. Donc il est décédé par suite de crise. La direction de FIM, en tout cas, adresse présidence les condoléances à la famille éplorée, mais aussi à la RTG et à tous les médias de Guinée suite au décès de Mohamed Lo Kamara, cadreur à la RTG. Que la terre de la Guinée qui l'a tant servi lui soit légère. La paix donc à son âme. Mirador se poursuit. Cette fois, on parle du massacre du 28 septembre. Mirador. FIM FM, Mirador, parole direct, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Se dirige-t-on cette fois vers la tenue du procès du massacre du 28 septembre? La question se pose avec l'arrivée de l'ex-procureur général à la justice. Le nouveau ministre s'active déjà sur le terrain. Alphonse Charles Wright a réuni hier les membres du comité de pilotage. Ils ont notamment parlé de l'avancement des travaux de construction du tribunal ad hoc, mais aussi du plan de formation des magistrats et greffiers chargés de conduire ce procès attendu depuis 13 ans. Mais cette détermination rassure-t-elle? Pour autant, les victimes sont-elles associées à la démarche? Entre autres questions que nous posons à Maître Alpha Amadou Des Baïlo, le vice-président de l'OGDH et avocat des victimes. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Maître Amadou. Qui est parti, on va donc essayer de recontacter Maître Amadou Desba, qui est le vice-président de l'OGDH et avocat des victimes. On a vu Pendessa Alphonse Charles Wright qui s'active sur ce dossier et sur la tenue donc du procès. Tout semble indiquer que les choses vont aller vite. Oh, c'est ce qu'on a vu à son arrivée. Tout le monde a encouragé que ça parte vite. Mais moi, je dirais qu'il faut qu'il soit aussi intelligent pour ne pas noyer la justice. Vous savez, certains me reprochent d'avoir donné trop souvent des exemples sur l'international. Mais j'oublie que j'ai fait le droit international public, j'ai un regard sur l'international. Ailleurs, quand vous regardez des mécanismes des systèmes judiciaires,
certains font tout pour limiter des dossiers sur lesquels la justice doit travailler pour concentrer tous les efforts sur des dossiers vraiment importants comme le 28 septembre. Mais si on disperse l'énergie de la justice, notamment pour poursuivre des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, mais comment est-ce qu'on arrivera à ce procès? On va voir donc ce qu'en pense Maître Alpha Amadou Desba. Il est de retour. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour Arisatou. Bienvenue. On a appris hier que le ministre de la Justice a réuni le comité de pilotage du procès du 28 septembre, Charles Wright, qui s'active donc sur ce dossier. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous avez l'espoir de voir enfin ce procès se tenir 13 ans après les faits? Oui, effectivement, nous sommes vraiment dans l'espoir, puisque, comme vous l'avez indiqué, ça fait 13 ans que nous attendons que justice soit rendue. En tout cas, les actuellement, d'autant plus que nous avons la détermination de M. Charles Wright qui a Mamadi Doumbouya. Donc, puisqu'il y a la volonté politique, nous estimons qu'il est fort possible que le procès se tienne aux dates indiquées par le ministre. Alors, quel est l'acte cette fois-ci que vous appréciez, qui n'avait jamais été auparavant posé par les anciennes autorités, au point que vous vous dites que cette fois-ci est la bonne? Écoutez, c'est déjà dans le discours et dans le pragmatisme. Et le bâtiment qui doit servir de cadre est achevé à près de 90%. Moi, je suis allé sur le chantier. J'ai vu que les travaux avancent. Les ouvriers qui sont à l'œuvre active réellement pour que le bâtiment là soit opérationnel. Et ensuite, il y a aussi le fait de communiquer souvent sur l'état d'avancement du dossier, ce qui n'était pas le cas. Il y a eu des arrêtés qui ont été pris récemment par le garde des Sceaux. Et ensuite, le discours qu'il nous a tenu quand il nous a reçus la semaine dernière. Donc tout cela, mis bout à bout nous permet quand même de nous rassurer davantage que, en tout cas, il y a la volonté de tenir le procès. Parce que la volonté est essentielle dans de telles situations. Donc, nous pensons que la détermination que nous connaissons de Charles Alphonse Wright, nous pensons que si cette volonté-là se poursuit et que le soutien qu'il a du colonel se poursuit, se matérialise par des actes, nous pensons qu'effectivement, nous verrons bientôt le bout du tunnel. Maître Desba, c'est vrai qu'il faut de la volonté, mais la volonté ne suffit pas, il faut les moyens. Récemment, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Charles Wright, qui a instruit, je crois bien, le tribunal de première instance de Dixine et puis les différents parquets d'ouvrir une information judiciaire sur un présumé détournement de 53 milliards de francs guinéens qui était destiné à l'achat de matériel balistique et d'équipement pour notamment aller rapidement vers la tenue de ce procès. Est-ce que cela ne constitue pas aujourd'hui un sérieux problème, notamment pour l'organisation de ce procès? Écoutez, nous ne voulons pas faire un parallèle entre l'action qui est entreprise par le ministre pour récupérer les fonds qui auraient été détournés. Nous, de notre point de vue, nous pensons qu'il y aura suffisamment les fonds parce que la communauté internationale est déjà au chevet de la Guinée pour la programmation de ce dossier. Ce qui bloquait surtout, c'est parce qu'il n'y avait pas une certaine visibilité par rapport aux actes concrets qui vont être posés au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense que le problème, nous n'avons pas un problème de financement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est comment organiser. Nous sommes dans la dernière phase de la matérialisation de l'organisation du procès. C'est-à-dire que c'est des actes qui ont été posés concomitamment il y a plusieurs semaines qui vont nous conduire à l'organisation de ce procès. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est l'achèvement du bâtiment et ensuite que le bâtiment là soit meublé. Pour ce qui est des meubles qui doivent... pour les meubles, il y a déjà une commande. Nous avons déjà rencontré le chef de chantier qui nous l'a confirmé. Donc nous pensons que le fait de poursuivre les détournements présumés n'a rien à voir avec par rapport à l'organisation du procès. Parce que je crois que le gouvernement ne peut pas compter sur la récupération de ces fonds pour financer ce procès. C'était vraiment absurde. De notre point de vue, il a suffisamment les moyens pour financer et nous pensons que le procès aura bel et bien lieu. Et mieux, en tout cas... allez-y, oui. Allez-y.
Oui, ce que nous disons, les poursuites là n'ont pas pour vocation à combler le déficit du financement. En tout cas, ce n'est pas notre lecture de la situation et ça ne devrait pas l'être, puisque on ne peut pas attendre que des résultats soient obtenus par rapport à ces poursuites pour espérer financer le procès. Mais maître, est-ce que vous êtes suffisamment impliqué dans toute cette démarche, notamment la nouvelle démarche de Alphonse Charles Wright? Écoutez, en tout cas, il est à notre écoute. Nous l'avons rencontré. Il nous a exprimé sa volonté de collaborer avec nous. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans le comité de pilotage. Nous espérons que notre demande va être acceptée prochainement parce que nous pensons et nous estimons que les victimes doivent être réservées aussi au niveau de ce comité de pilotage parce qu'il est important que l'appel, en tout cas les préoccupations des victimes soient suffisamment prises en compte au moment de prendre les décisions. Parce que le plus important, c'est le procès là, c'est pour les victimes et pour toute la Guinée. Donc, si les victimes ne sont pas auprès des débats en ce qui concerne les démarches à suivre pour l'opérationnalisation de ce procès, nous pensons quand même qu'il y a un petit hic à ce niveau qui va être réglé très prochainement. Oui, au-delà des moyens de la volonté, est-ce que vous pensez qu'il y a toutes les garanties pour le respect des droits des parties? Écoutez, ça, c'est l'une de nos exigences quand nous l'avons rencontré parce que nous sommes absolument déterminés à aller à ce procès, mais pas à n'importe quel procès. Parce qu'il faut comprendre que c'est la première fois qu'un tel procès va se tenir en Guinée et nous exigeons qu'il réponde aux standards internationaux. On ne peut pas aller dans un procès pour juste une parodie de justice. Nous l'avons déjà relayé dans tous les canaux possibles. Nous avons rencontré tous les acteurs impliqués internationaux et du même avis parce qu'il faut un réel procès pour que la Guinée démontre suffisamment qu'elle a la possibilité de juger cette affaire. Parce que n'oubliez pas que la CPI la Guinée est déjà sur examen préliminaire depuis 2010. Donc ce procès doit répondre à tout ce qui est nécessaire pour que toutes les parties d'abord comparaissent à l'audience et que le procès soit juste équitable. Que ne soit pas une simple, que ne soit pas une parole de justice. Donc nous y veillons. Si nous constatons que toutes les garanties ne sont pas apportées par rapport à un tel procès, je pense que nous communiquerons là-dessus. Mais pour l'instant, le ministre s'est engagé résolument dans l'organisation du procès juste et équitable qui répondra certainement aux standards internationaux. Justement sur ce point, puisqu'en répondant tout à l'heure à la question de Khalil, vous dites que vous ne pouvez pas aller à n'importe quel procès. Nous avons reçu l'autre fois dans ce même studio Maître Yomba Kourouma qui a dit que si on veut réellement un procès sérieux, on ne peut pas le faire avant le 28 septembre prochain. Vous pensez que c'est possible? Écoutez, moi je ne voudrais pas commenter Maître Paul Yomba Kourouma parce qu'il est déjà l'avocat de la partie avec. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans la même logique d'avoir un procès équitable, un véritable procès. Maintenant, pour ce qui est de la faisabilité, laissons les choses se préciser. Si on se rend compte qu'il est absolument impossible de tenir le procès à date, ensuite nous communiquerons. Mais pour l'instant, nous faisons absolument confiance au ministre de la Justice et nous estimons que le délai qu'il a librement souscrit sera respecté. En tout cas, c'est de la responsabilité de l'État et il y va de la crédibilité de notre pays, non seulement à l'égard des victimes, mais également à l'égard de toute la communauté internationale. Je ne pense pas que le gouvernement actuel va s'amuser à amuser la galerie comme ça a été le cas du précédent régime. Parlant des attentes, maître, qu'attendez-vous, qu'attendent les victimes de ce procès, notamment en termes d'indemnisation? C'est une question qui a été abordée hier au cours de cette réunion du comité de pilotage. Les indemnisations, est-ce que vous en avez parlé avec le ministre? Effectivement, nous en avons parlé avec lui parce que le premier objectif, c'est d'abord que la justice soit rendue équitablement et que les auteurs et commanditaires de ces actes soient punis à la hauteur de leur forfait, mais ensuite que le fonds d'indemnisation qui a été annoncé soit alimenté. Parce qu'il y a plusieurs victimes d'abord qui sont décédées, ensuite il y en a qui sont dans un état de pauvreté extrême. Il serait important qu'avant même la fin du procès, que certaines victimes soient prises en charge, ne serait-ce que médicalement, afin de les préparer, de les soulager à participer de façon beaucoup plus sereine au procès. Donc c'est une des préoccupations que nous avons exprimées à l'endroit du ministre de la Justice qui nous a écoutés et nous pensons qu'il est dans cette optique de justement soulager les victimes avant le procès.
Oui, donc, il y a indemnisation avant justice. Pas possible. Ce n'est pas une indemnisation proprement dite. C'est-à-dire que c'est un fonds qui va être alimenté et qui va permettre de soulager un certain nombre de faits. Parce qu'il y a des victimes qui sont malades. Il y a que des questions pourraient être réglées en attendant, parce qu'on ne sait pas combien de temps le procès pourrait durer. Et ensuite, que la véritable indemnisation sera faite après, évidemment, la décision qui sera rendue. Pour terminer. Oui, on sait que l'instruction est complètement bouclée dans ce dossier. Il y a une commission rogatoire qui a entendu l'ex-capitaine du CNND, Moussa Dadis Kamara. Mais il y a des activistes des droits humains, des ONG, qui avaient demandé de rouvrir cette information judiciaire pour que, notamment, le général Sekouba Konaté et d'autres personnes soient entendues. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces ONG ? Écoutez, moi je respecte l'avis de ces ONG, mais je voudrais rappeler que concernant le général Sekouba Konaté, l'information judiciaire n'a pas été poursuivie et il y a un arrêt de la Cour suprême. Je ne voudrais pas entrer dans les détails pour commenter cet état de fait parce que nous, l'objectif in fine, c'était que tous les auteurs et commanditaires de ces actes soient renvoyés devant le tribunal criminel. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les personnes qui ont été renvoyées devant le tribunal criminel pour que ces personnes-là soient jugées. Maintenant, si au moment des débats, des éléments nouveaux apparaissent et qui laissent entendre que telle ou telle personne a participé d'une façon ou d'une autre, il reviendra à la justice de prendre les dispositions. Mais pour l'instant, on ne peut pas retarder indéfiniment ce procès pour soi-disant impliquer telle ou telle personne qui n'a pas été renvoyée. Parce que le tribunal criminel est saisi in rem. C'est-à-dire que c'est l'arrêt de renvoi de la Cour suprême qui a mis fin à tous les recours, qui a définitivement clôturé cette affaire qui saisit le tribunal criminel. Donc, aujourd'hui, c'est les personnes renvoyées devant ce tribunal criminel qui vont être jugées. Maintenant, s'il y a des procédures parallèles qui ont été engagées, nous ne sommes pas au courant. Merci beaucoup à vous, Maître Amadou Desba. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'OGDH et avocat des victimes du massacre du 28 septembre. Ce message de Moussa Daraba avant de rendre l'antenne. Bonjour Arissatou, juste une question. Pourquoi les journalistes se rangent du côté des agents si la violence ne venait que de leur côté? Sur les images que nous avons vues, la violence vient de tous les côtés, qu'on se dise la vérité. Le mal est plus profond et pour y remédier, il faut qu'on ait le courage de la dénoncer. Il n'y a que la justice pour désigner le ou les coupables. L'État reste le responsable de ce qui arrive puisque la mission de maintien de l'ordre lui incombe. Les gens sont fatigués et se préoccupent plutôt de leur quotidien. Paix à l'âme des victimes. Amen. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au compte de cette émission de Mirador de ce samedi. Merci à tous, à l'équipe technique. Ibrahim Assila et Tidiane Kamara. Mirador revient lundi si tout va bien. Très belle journée à tous. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.